Alors que je dérivais sans but dans l'espace sur l'invitation d'une reine extraterrestre, j'ai été surpris d'apprendre que le vide était en fait assez indifférent. Le commandant Elias Vance, en revanche, avait toujours imaginé les voyages spatiaux comme une aventure cosmique excitante, pleine de périls et de merveilles, accompagnée de la bande sonore de l'angoisse existentielle et des rares coïncidences transmissions de jazz glitchy du dernier satellite analogique de la Terre. Cependant, alors qu'il flottait parmi les débris de son Iron Sworn jadis fier, un vaisseau sans système de navigation, une IA quelque peu passive-agressive qui ne cessait de lui offrir des messages inspirants, « C'est bon », murmura Elias en ajustant le hatchud fissuré de son casque, qui avait commencé à afficher des emojis au lieu de données de télémétrie. Un visage triste clignotait sur le compteur d'oxygène et il pensa « Ouais, très professionnel ». Son dernier souvenir de stabilité était d'un saut en hyperespace qui avait mal tourné causé par une anomalie dans la déchirure de Persée, qui agissait comme un fils en colère, entraînant Iron Sworn dans un piège gravitationnel injustifié. Cela a perturbé ses systèmes, grillé les communications et l'a recraché dans un état fracturé. Le commandant est arrivé avec la voix douloureusement joyeuse de l'IA, l'informant qu'ils orbitaient maintenant autour d'une planète inexplorée avec des signatures biologiques indiquant que son atmosphère est respirable. Le capitaine exprima prudemment son optimisme en disant « Moi ». Il vérifia ses signes vitaux et nota qu'il avait une légère commotion cérébrale, des côtes contusionnées et un ego meurtri. Il a également noté que la capsule de sauvetage avait été déployée vers 4 heures. Juste 3 secondes avant l'impact, la gravité a pris le relais. Juste 3 secondes avant l'impact, la gravité s'est manifestée. La dernière chose que vit Elias avant que sa capsule ne commence sa descente terrifiante fut la surface bleu pâle de la planète, teintée de vert, et une immense aurore scintillant à travers la stratosphère comme un être vivant. Puis la capsule entra dans l'atmosphère, et tout se transforma en montagne russe enflammée, alimentée par ses regrets et l'odeur distincte de collations brûlées provenant du compartiment des rations d'urgence. Quand il arriva enfin, il fut brièvement recouvert d'herbes violettes. Elias était allongé là, les membres écartés, la bouche pleine d'une plante au goût de menthe amère dans la trahison. L'air était chaud et étrangement floral, et le ciel au-dessus de lui changeait de couleur entre turquoise et rouge vin, comme si la planète ne pouvait pas se décider sur une esthétique. Il tenta de se redresser, mais le regretta rapidement. Son corps gémit, craqua et haleta, avec un soupir significatif venant de son genou. « Eh bien, c'est tout simplement fantastique », dit-il à personne en particulier. « Je suis coincé, blessé et assez sûr que les locaux. » Son pistolet à impulsion était probablement encore fusionné avec l'épave, alors il se contenta d'utiliser un morceau dentelé de métal de la capsule de sauvetage pour un sourire séduisant à la place. Puis il la vit. Elle se déplaçait comme le vent, silencieuse et fluide, sa longue cape traînant derrière elle comme le souvenir de tempêtes oubliées. Elle était de grande et élancée, et elle avait l'air presque humaine. Ses oreilles étaient de longues courbes élégantes qui s'élevaient au-dessus de sa tête comme une... Alors qu'elle s'approchait, Elias cligna des yeux et dit « Salut ». Elle inclina la tête et sourit, comme si elle regardait le ciel nocturne rire. Elle parla d'une voix qui semblait résonner d'harmonique, que son traducteur avait du mal à comprendre. « Ouais, un atterrissage un peu difficile. » J'espérais quelque chose de plus droit. Vous êtes, dit-elle, sa voix résonnante avec la lumière du soleil.
Comme si c'était la chose la plus importante, elle se présenta doucement en disant « Je suis Charelle, reine de Zephra. » Élias cligna des yeux une fois de plus. « Vous êtes en effet une reine. »« Eh bien, votre majesté, cela peut être une première impression étrange, mais il se peut que j'aie bavé sur vos plantes. Je m'excuse pour cela. » Elle l'étudia un moment plus longtemps avant de lui offrir sa main délicate et gracieuse qui scintillait faiblement de traces ou de bioluminescence. Lorsqu'elle le toucha, une soudaine vague de chaleur parcourut sa peau, pas désagréable, mais profondément troublante, comme si ses atomes étaient réintroduites. « Je m'attendais à ce que vous veniez ici aujourd'hui, » dit-elle en plissant les yeux. « Mais il y a un endroit spécial qui vous attend. » Élias n'était pas du genre à poursuivre des femmes mystérieuses dans des forêts inconnues. Mais son parfum était un mélange d'agrumes et de lumière stellaire, et il n'avait guère d'autre choix que de la suivre à travers un couvert d'arbres lumineux. Il essaya de ne pas s'attarder sur le caractère surréaliste de la situation, ni sur le fait que ses gardes, qui apparaissaient et disparaissaient dans un tourbillon de capes, il semblait que des spectres courtois l'observaient avec un mélange de respect et de méfiance, ou que Sorel se retournait de temps en temps vers lui comme si elle cochait des éléments sur une liste invisible. « Est-ce ce réel ?» murmura-t-il pour lui-même, mais elle ne répondit pas. « Tu as des hallucinations légères induites par le traumatisme en ce moment. » L'un d'eux implique un sandwich parlant qui explique pourquoi le pain a insulté mon style de leadership. Enfin, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et lui offrit un léger sourire. Donc, pour résumer, j'ai atterri en catastrophe sur un monde inexploré. J'ai rencontré une reine extraterrestre qui a dit « Vous n'êtes pas ce que j'attendais. » Je suis peut-être en train d'halluciner des sandwichs sensibles. Ce n'est que le début. Élias sentit qu'elle essayait de lui dire quelque chose, mais il ne comprenait pas ce qu'elle essayait de dire. Ils marchèrent en silence pendant un moment, interrompus seulement par le bourdonnement lointain de quelque chose pulsant sous le sol, un rythme profond et troublant. Contrairement aux attentes d'Élias, le palais était une immense structure organique qui avait poussé sur le flanc d'une montagne lavande. Les murs pulsaient doucement, comme s'ils étaient l'intérieur d'une gigantesque coquille de mer, et des vignes brillaient faiblement le long des surfaces, murmurant dans une langue que son traducteur refusait de traduire pour des raisons éthiques. L'intérieur n'était pas éclairé par des luminaires, mais par des lumières flottantes. Alors qu'ils passaient devant une salle où les murs se transformaient sans effort autour d'eux, Élias prit la parole pour dire que le bâtiment semblait vouloir l'embrasser, mais qu'il n'était pas émotionnellement préparé à cela. Charerel marchait sereinement à ses côtés, dégageant une aura de supériorité. L'air était lourd de l'odeur de l'ozone et de la flore extraterrestre, et il ne pouvait se défaire d'un bourdonnement subtil et persistant dans son cerveau. Elle n'avait jamais trébuché sur ses propres pieds, ni mangé des nouilles instantanées pendant 3 nuits d'affilée. Élias ressentait un mélange de chaleur et de malaise en riant, un son qu'il n'avait jamais connu auparavant. Les voyages dans l'espace rendaient les engagements à long terme difficiles, surtout quand votre rendez-vous potentiel vit à 3 parsecs. Cependant, il y avait quelque chose de spécial chez Zerel. Sa confiance surnaturelle et sa beauté extraterrestre étaient indéniables, mais ce qui le captivait vraiment, c'était la façon dont elle le regardait, comme si elle l'avait toujours connu. Ils atteignirent finalement une chambre circulaire avec un plafond en dôme qui imitait le ciel nocturne, avec des coussins disposés en cercle bien rangés au-dessus du sol. Au milieu de la pièce, une table basse présentait une variété d'aliments,
certains comestibles, tandis que d'autres étaient carrément répugnants. Jerel, qui avait clairement faim, désigna la table et dit « La racine de purplin reconstitue les synapses neuronales. Les fruits cueillis de la flèche améliorent économiquement la cognition temporelle. Et le floren ?» Elle hésita, ses yeux se posant sur la masse tremblotante avant de se fixer sur un fruit de la flèche, qui avait un goût étrangement semblable à la cannelle et à l'électricité statique. Il essaya de ne pas penser à ce qu'était la cognition temporelle. Alors qu'il mâchait, Jerel l'observait avec le genre de sérieux qui accompagnait habituellement les demandes en mariage ou les expériences médicales. Vous devez vous demander, et peut-être un peu effrayé, pourquoi vous avez été amené ici. Jerel hocha lentement la tête et Elias, qui avait failli s'étouffer avec un pépin de fruit qui lui avait cligné de l'œil avant de se dissoudre, était en effet celui de la prophétie, le lien stellaire. Votre arrivée avait été prédite et votre présence était cruciale pour la survie. Il la fixa, incertain si tout cela n'était qu'une illusion ou faisait partie d'un plan plus vaste. « Écoute, je suis flattée, dit-elle d'un ton sérieux. Mais la dernière fois qu'on m'a dit que j'étais la seule, je me suis retrouvée jusqu'aux genoux dans du sable sensient et allergique à ma propre armure. » Le regard de Jerel avait une gravité qui fit taire son sarcasme. « Je t'ai vu non seulement en vision, mais aussi dans les flux, le cours du temps qui se déplace également. » Eileen s'est allongée sur l'un des coussins moelleux, qui a fait un effort excessivement enthousiaste pour masser son dos. « Écoute, j'ai une crise menaçant le monde. Une prophétie dit qu'un astronaute humain quelconque va le résoudre, et d'une manière ou d'une autre, j'ai eu le ticket de loterie gagnant. Tu n'es pas un hasard. Tu as été sélectionné par ce qui semble être une machine à pince cosmique. » Sur ce, elle se leva, et la pièce réagit en éteignant les lumières et en amplifiant les vibrations. Une sphère surgit du centre de la pièce, scintillant de fragments de mémoire, de visions et de cartes stellaires. Elias se tenait au centre d'un nexus d'énergie massive, ses cheveux peut-être moins casqués et son monde éclatant de lumière dans le ciel comme un cristal fissuré. Jerel se tenait à ses côtés, sa main dans la sienne. « Ce n'est pas du tout effrayant, » dit-il en plissant les yeux. « Depuis combien de temps cette prophétie existe-t-elle? » Elle remonte à plus de 3000 ans, lorsque l'oracle zaphirien t'a vu. Au point où le temps, la phrase et le choix convergent, cela devient le destin. C'est réconfortant. Rien ne dit se détendre comme des millénaires d'attente reposant sur vos épaules. Jerel se tourna vers lui, et une lueur de tristesse disparut de son visage. « Je sais que c'est beaucoup à accepter, mais tu n'es pas seul. » « Tu n'as jamais été seul. » Il la fixa longuement avant de regarder son fruit de flèche à moitié mangé qui se réassemblait lentement. Juste au moment où elle s'apprêtait à parler, les couleurs s'estompèrent. Les images devinrent déchiquetées et brisées, et une masse tourbillonnante d'énergie du vide engloutit les structures lumineuses en dessous. Zapirian cria que quelque chose d'énorme, d'ancien et de vorace était sur le point d'arriver. « Oh bon, » dit-il, soulagé. Il craignait que ce week-end ne soit ennuyeux. Le phénomène était connu sous le nom d'étoile creuse, et Elias se tenait sur le balcon qui dépassait du palais de Jerel comme un éclat de cristal, défiant le ciel de cligner des yeux en dessous de lui. La ville de alors qu'il faisait tournoyer le verre, il sirotait ce que Jerel avait appelé le nectar glunari, qui avait le goût d'une combinaison de 40% de sucre et de 60% d'optimisme. Il dit « Cette étoile creuse semble joyeuse. » Les structures tentaculaires et spirales d'Eveis ressemblaient à une symphonie de design architectural.
Les passerelles scintillaient comme si elles étaient tissées de lumière, et les arbres portaient des feuilles qui résonnaient de sons lorsque le vent les agitait. Au loin, au-delà des champs lumineux et des monolithes flottants, pendait une seconde lune, fendue en deux comme une promesse abandonnée. Charel le suivit, ses longues oreilles tremblant dans le vent. Ce n'est pas une étoile, mais une singularité sensible qui dévore des mondes et les détruit. C'est comme mon oncle Greg, qui dit à tout le monde que leurs carrières sont inutiles et prend ensuite le dernier rôle cosmique pour lui-même. Le sourire de Charel était subtil mais perceptible. L'étoile creuse est venue il y a des siècles, et nous avons réussi à la repousser une fois, mais elle a laissé une partie de elle-même. Pendant des générations, une graine d'entropie a lentement et discrètement poussé au cœur de Zephra. Maintenant, alors qu'Elias posait le verre, elle se réveille et est de mauvaise humeur. Déjà, son regard s'est éloigné. Le sol est se fracturer, les champs d'énergie déstabilisent les courants, et le temps se plie aux extrémités. Cela expliquerait pourquoi j'ai vu un écureuil portant un maule dans le jardin ce matin. C'était le conseiller N. Oh, il s'est interrompu. Dites-moi que je ne me trompe pas. Elias fixa à nouveau la ville, son cerveau réécrivant silencieusement le souvenir. Enfoui dans les ruines de Virilan, notre ancienne capitale, se trouve un dispositif appelé l'harmoniseur de noyaux. Il interagit avec les flux et le réseau temporel qui lie notre monde. Seule une personne en accord avec la prophétie peut l'éveiller, et je crois que tu es cette personne. L'écureuil, avec les robes du conseil et une petite mallette, détient la clé pour arrêter l'étoile creuse. Sait-on comment? Zerelda lui lança un regard patient, mais elle était sérieuse. La route vers Virilan est corrompue à cause de l'influence des yeux qui déforment la terre, donc nous devrons voyager prudemment. Hélas hocha la tête, se frottant l'arrière du cou. C'était un voyage dangereux à travers une terre désolée, où le temps se déforme, rempli de monstres de l'entropie en colère. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul. Il jeta un coup d'œil sur le côté, et elle avait de raison. Je viens avec elle, et d'autres aussi. C'était comme si un portail était soudainement apparu sur Q. Comme si une cascade se déployait derrière eux, 3 Zapiriens apparurent, leur armure brillant d'une écriture bleue pulsante. L'un brandissait un bras mécanique fonctionnant avec une technologie ésotérique, tandis que l'autre tenait un bâton qui courbait la gravité dans une petite sphère à son extrémité. Le troisième, sans armure, arborait une petite créature satisfaite avec 8 yeux et un sourire comme animal de compagnie. « Voici votre escorte, Jerel », proclama le capitaine Valen, l'ingénieur temporel SA et le traqueur noir. Elias plissa les yeux, essayant de déterminer lequel des 3 était l'écureuil. Quoi qu'il en soit, ils lui firent tous un signe subtil de la tête. À l'exception de l'animal de No, qui fit un clin d'œil espiègle et tenta de mordre sa botte, Elias retira sa voix dans un cri peu flatteur. Le petit en question s'appelle Biscuit, et Nord dit solennellement « Vous avez un excellent goût en matière d'ennemis. » Je me sens honoré. Valen y avança, et la reine Jarel a parlé en bien de vous, l'humain. Si elle prétend que vous êtes le lien stellaire, alors vous serez chargé de mon épée, de ma hache plasma et de ma botte gauche en cas de situation vraiment désespérée. C'est une menace étrangement précise. Elias répondit en disant « C'est étrangement précis ». Ensuite, ça s'avança, sa voix fraîche et tranchante, et j'avais déjà ajusté la navette pour tenir compte de la distorsion chronospatiale. Votre présence semble stabiliser les fractures à court terme.
Soit cela, soit vous possédez un charisme quantique. Après cela, les préparatifs avancèrent rapidement, et un vaisseau élégant et vibrant fut préparé. Il ressemblait moins à un navire qu'à une flèche argentée sculptée dans la lumière de la lune. Ils l'appelèrent le chuchotement. Alors qu'il montait à bord, il jeta un coup d'œil en arrière au palais, où il s'était tenu auparavant. Alors qu'il montait à bord, il attacha rapidement sa ceinture de sécurité et s'assit à côté de Charelle. Dernier conseil avant de nous lancer dans cette quête épique, probablement mortelle, chuchota-t-elle, ses yeux remplis de galaxies. Oui, ne nourrissez pas biscuits après minuit. Le vaisseau vibrait, l'air frémissait, et il s'élevait dans le ciel, direction des ruines anciennes, des cauchemars cosmiques, et une prophétie qui ressemblait plus à une blague de l'univers. Elias serra sa ceinture et murmura. « Eh bien, au moins ce n'est pas mardi, pensa Elias. Ses attentes pour les terres désolées de Zépha avaient été anéanties. Au lieu de déserts craquelés, d'éclairs noirs et peut-être de quelques arbres squelettiques versant des larmes quantiques, vous savez, les vibrations dramatiques d'une apocalypse. Ce qui accueillit le vaisseau lorsque le murmure descendit était une mosaïque surréaliste de paysages brisés. Les forêts pendaient des falaises lévitantes. Les rivières coulaient à rebours vers le ciel. Et il aperçut même un troupeau de cerfs à 6 pattes, galopant à travers une cascade verticale. À ce moment-là, il décida de ne plus rien remettre en question. Le capitaine Veylan ajusta la hache plasma sur son dos alors qu'il débarquait. Cet endroit ressemble à celui où quelqu'un a laissé un voyageur temporel réorganiser les meubles, les yeux bandés, murmura-t-il. Le sol n'avait pas obéi aux lois naturelles depuis des décennies, selon ses yeux. Elias posa prudemment le pied sur la mousse, qui changeait de couleur sous ses pieds, passant du vert citron à un mauve vaguement accusateur. C'est bon de savoir que je ne vais pas accidentellement effacer le 17e siècle si je éternue. Les ruines de Virilan se trouvaient juste devant, partiellement submergées dans un lac. Refusant de refléter autre chose que le ciel de jeudi dernier, des tours dentelées émergeaient de l'eau entourées de vignes bioluminescentes qui pulsaient au rythme que seules elles pouvaient entendre. Des symboles anciens scintillaient sur les pierres, changeant de langue, mais Elias n'en reconnaissait aucun. Essa, qui était concentré sur son appareil de scan, lui fit un clin d'œil et dit « Celle-là est pour les touristes ». Le groupe avançait prudemment, avec Nora, la pisteuse, en tête, et Biscuit à ses côtés. Équivalente à un Ikea, nous faisons face à une entité cauchemardesque qui plie le temps, avec 8 yeux scrutant chaque direction comme une araignée paranoïaque. Elias marchait derrière lui, ses longues oreilles frémissant alors qu'il examinait les environs. On pourrait penser que la prophétie aurait inclus un manuel d'utilisation, murmura-t-il. Feuille d'instruction, Valin leva un poing pour signaler un arrêt devant. Le chemin de pierre se divisait en un réseau de plateformes flottantes qui entouraient une tour fissurée pulsant d'une lumière rouge maladive. Au-dessus de la tour, une tempête se tordait dans le ciel, avec des nuages sombres qui se retournaient et pleuvait quelque chose qui ressemblait de manière suspecte à des paillettes. Elias plissa les yeux, se demandant si c'était censé être une boule disco en pleine crise existentielle. L'appareil de sa bipette de manière erratique, intensifiant la distorsion du champ chrono. Nous sommes près des yeux, de l'aura, et le temps s'estompe comme si nous étions sur Q. Le monde trembla subtilement au début, comme un moment entre 2 battements de cœur
ou un clignement d'œil. Puis, pendant exactement 1 seconde, la plateforme en dessous d'eux disparut. Elias flottait en plein air avant que la gravité ne se rappelle qu'elle avait des responsabilités. Il grogna et se leva en disant « D'accord, c'était nouveau, reste prêt. » Earl expliqua que l'harmoniseur se trouvait à l'intérieur de la tour centrale, mais qu'il devait passer la porte des capteurs. Ça ressemble à une métaphore, non? Elias fronça les sourcils. Ils arrivèrent à la plateforme centrale qui flottait doucement sous leurs pieds comme une créature marine nerveuse. Au-dessus d'eux, la tour se dressait comme un puzzle, ses couches de lumière et de métal se transformant en un visage, ou ce qui semblait être un visage, fait d'engrenages, de constellations et de pommettes désapprobatrices. La porte s'éveilla, et la voix résonna à travers les dimensions, appelant l'harmoniseur. Elias monta prudemment sur la plateforme. « Bonjour, Elias. Je suis un peu désorienté et peut-être en train d'halluciner. Comment ça va? » La porte cligna, ses yeux centraux tournant comme une pièce de monnaie. Seule la liaison stellaire pouvait passer par l'authentification temporelle. Soudain, un faisceau de lumière engloutit Elias, figeant son corps, mais propulsant son esprit en hyperdrive. Tout à coup, il se retrouva dans 1 million d'endroits différents. D'un enfant jouant avec un vaisseau spatial, enjoué à un jeune cadet éternuant et échouant dans un entraînement en apesanteur, jusqu'à un homme flottant seul dans l'espace avec une photographie de la Terre. Puis, il eut des visions de, malgré le traumatisme, il retourna à tenir la main de Charel dans un champ d'étoiles alors que l'étoile creuse se brisait comme un miroir. La porte avait disparu sans un au revoir ni un merci, et la tour s'était ouverte pour révéler un escalier en spirale de marches flottantes menant vers le bas. La lumière pulsait avec un rythme plus doux, comme un battement de cœur, et Elias se tourna vers le groupe, légèrement étourdi. Ils descendirent, surveillés, soit en suivant un ancien protocole de sécurité, soit une évaluation psychique de performance très enthousiaste. Harmoniseur, une structure sphérique de géométrie impossible, tournant dans une 12aine de directions à la fois, attendait à la base de la tour. Alors qu'Elias s'approchait, il cessa de tourner et attendit que Serel se mette à ses côtés. « C'est ici que votre choix compte. » Le harmoniseur répond à l'âme. Vous devez lui offrir un morceau de vous-même, un souvenir ou la vérité. Elias fixa l'appareil, puis il plongea lentement la main dans sa poche et en sortit un usé, après qu'une photo ait été prise par son ancien équipage avant la mission qui a mal tourné. Il la posa sur le harmoniseur et murmura « Ma vérité ». L'appareil s'illumina plus brillamment que n'importe quelle étoile qu'il ait jamais vue, et ils émergèrent de la tour alors que l'aube se levait sur un ciel qui n'avait jamais connu de constance. La tempête au-dessus de Vannes s'était calmée, et les nuages qui avaient en fait été fracturés s'étaient fondus en courants de vapeur lisse et nacrée qui serpentaient à travers la haute atmosphère, ressemblant à Éléazar, se tenait au bord de la chaussée de pierre, où le pouls de l'harmoniseur vibrait doucement sous ses doigts. Le harmoniseur avait accepté son offrande de vérité et avait opéré sa magie à travers les flux de Zépha, réalignant l'écheveau enchevêtré du temps et de l'espace que l'œil avait empoisonné. Il n'avait pas détruit l'œil, mais il avait changé la fréquence du monde, rendant la maladie incompatible. Avec l'hôte, il ajusta les sangles de sa veste et jeta un coup d'œil à Charel. « Nous venons de survivre à un cauchemar galactique, » répondit-elle avec un rare sourire. Alors que nous harmonisions, Elias, un membre d'un grand groupe, murmura quelque chose à propos de vouloir jouer du clavier.
Le reste du groupe s'est rassemblé autour de l'harmoniseur, regardant le capitaine Valen, ressemblant à une statue avec son armure passant du mode bataille au repos cérémoniel, tapoter son appareil avec la joie sombre de quelqu'un qui a vécu. Biscuit, qui ressemblait à un petit gâteau fait de mousse lumineuse, s'offusqua d'être nourri avec ce qui semblait être un gâteau de mousse ordinaire. « Alors, c'est tout ?» demanda Elias, s'attendant à moitié à ce qu'une trappe s'ouvre ou à ce qu'un combat de boss surprise surgisse derrière une roche suspecte. Surel inclina la tête vers l'est, où le soleil s'était levé comme un disque parfait de calme doré. Le lien des yeux avait été rompu, les ruisseaux guérissaient, et Virelen pourrait redevenir habitable en temps voulu. Tu as accompli ce que nous n'aurions jamais pu faire, n'est-ce pas? Parce que je suis le lien stellaire. Il a fait quelques citations rapides et j'essaie encore de les comprendre. Le titre ressemble à quelque chose sorti d'un roman de science-fiction romantique que ma mère aurait peut-être caché dans son grenier. Le sourire de Charel s'élargit en riant, mais le titre était toujours symbolique. La prophétie ne désignait jamais un guerrier choisi, mais un lien, un pont. Quelqu'un qui pouvait apporter le changement et comprendre. Elias détourna les yeux alors que la vérité s'installait lentement dans sa poitrine, les enjeux cosmiques si élevés. La fin n'était pas venue de la violence ou du feu, mais de l'empathie et de la décision de surmonter la peur au lieu de fuir. Le voyageur spatial fracturé, qui errait sans but parmi les étoiles, s'était transformé en quelque chose de plus. « Non » murmura-t-elle, « tu es l'homme qui a sauvé mon monde et qui a peut-être même élevé Biscuit au statut de divinité locale, bien que nous soyons encore en train de régler les détails du temple. » Alors qu'ils approchaient de la ville, il était évident que le changement avait déjà commencé. Les monolithes flottants bourdonnaient d'une énergie renouvelée. Les feuilles chantantes des arbres scintillants résonnaient de tons plus profonds et plus riches, et Zèphre était vivant d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des siècles. Ils furent accueillis par des lumières de billes de célébration, des spectacles aériens et de la nourriture qui scintillait défiant la chimie. Elias renifla. « Dis-moi qu'il y a de petits bancs. » Le voyage de retour vers Ève prit beaucoup moins de temps qu'auparavant grâce aux ruisseaux stabilisés. Le murmure s'intégrait maintenant à l'atmosphère, ne résistant plus au flot du monde. Alors qu'ils approchaient de la ville, il devenait évident que le changement avait déjà commencé. « Alors ?» demanda-t-elle en repliant ses jambes sous elle. « Que vas-tu faire maintenant, Stellar Bond ?» Il sirota la boisson trop enthousiaste et pensa. « Pour une fois, je n'ai pas l'impression de courir vers la prochaine crise. » Le ciel avait changé de couleur, comme si la planète avait décidé d'essayer l'espoir pour la première fois depuis des générations. Au lieu d'un discours dans la salle du trône, d'une médaille ou d'un poème écrit par un conseil de sages, ce qu'il reçut fut un toit paisible avec Charel, 2 tasses de nectar de Glunari et une douce brise. La ville en dessous pulsait de vie et d'intégrité, tandis que Hélas et Biscuit tombaient dans un silence confortable. Biscuit aboya de manière impérative à un noble qui ne s'était pas incliné assez vite. Hélas lève les yeux vers les étoiles, qui semblaient différentes ici, plus douces d'une certaine manière, pas aussi froides. Il pensa à son ancien équipage, à la solitude qu'il avait portée à travers le vide, et à la femme à ses côtés. Ce serait peut-être agréable de rester et d'apprendre à lire les pierres temporelles flottantes sans déclencher accidentellement une fête dansante. Élisabeth lui parla doucement. Je fuyais toujours les attentes liées à la perte ici. J'ai trouvé tout ce dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il rit en attendant l'arrivée d'Elias, et elle toucha doucement sa main en disant
pas de faille. Des prophètes dans leurs failles poétiques. Dans les jours qui suivirent, Toilas devint quelque chose comme un hybride, servant à la fois d'ambassadeur et d'anomalie. Il a aidé l'Afrique du Sud à développer des relais de communication capables de combler les lacunes temporelles, et il s'est battu avec d'autres groupes. Durant son temps avec Veylen, il perdit des dents rarement et donna même une conférence invitée à l'Institut zéphirien de chronoéthique intitulée « Ce qu'il ne faut pas faire avec un trou noir et un sandwich ». La planète se remit et ses habitants prospérèrent, et Elias resta, non pas parce qu'il y était contraint ou parce que les étoiles s'étaient alignées et en sa faveur, mais parce qu'il ressentait un changement profond en lui. Il ne trouvait plus de but dans la mission, mais plutôt dans le chaos, les rires et les moments entre les catastrophes, où les gens n'étaient rien de plus qu'un commandant déchu, une reine avec des oreilles comme une bienne, que cela ait été mieux à la fin, la rencontre de Starlight avec un démigode rongeur nommé Biscuit n'était pas ce qu'il avait prévu.